RGB, en direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. Je vis dans un monde de son, dans un bel univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. Je vis dans un monde de son, dans un drôle d'univers où l'on parle de la chanson, où l'harmonie est dans l'air. RGB, votre radio locale, 99.2. Diversité, proximité, vous êtes sur RGB. RGB 99.2, radio-rgb.net. Dans une rue de Paname, errant au bord de l'eau, je fumais mon Amsterdam pour finir au bistrot. Y avait là 2-3 femmes qui faisaient le tapin. Moi j'aiguisais ma lame pour planter les rupins. RGB 99.2. J'ai grandi dans le 9-5 à Cergy, Cergy, mon petit paradis. Territoire, frontière du possible vers laquelle avance ESS Entreprise. Sa mission, explorer les alliances fécondes entre économie classique et ESS, connecter les acteurs économiques, stimuler l'ancrage local et révéler par la force du vivre ensemble la promesse infinie du collectif. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'ESS Enterprise, l'émission qui explore chaque mois les relations entre l'économie sociale et solidaire et le monde de l'entreprise classique. Coproduction entre la radio RGB et l'agence Impact, en partenariat avec l'initiative 9578, disponible en replay sur le site rgb.net. ESS Enterprise est 1 heure par mois pour mettre en avant les acteurs de belles histoires, de partenariats économiques innovants, respectueux de l'environnement et des individus, ancrés territorialement et pérennes. Utopie, me direz-vous ? Peut-être, mais assurément un beau programme. Alors que nos assemblées peinent, et vous pardonnerez l'euphémisme, à se mettre d'accord pour taxer de 2% les revenus de nos concitoyens les plus fortunés, il existe une structure qui a fait le pari depuis plus de 25 ans de demander à ses financeurs 1% de leur chiffre d'affaires. Pas de leurs résultats après impôt, non. Pas de leurs bénéfices non plus, mais bien de leur chiffre d'affaires. À partir d'une idée simple, si l'entreprise profite des ressources naturelles, elle doit également contribuer à leur préservation. Pour nous aider dans cette exploration d'actions qui pourrait aller d'un côté vers du greenwashing sauvage et de l'autre vers un véritable engagement sociétal des entreprises, et plus généralement pour nous expliquer comment l'association 1% pour la planète fonctionne, nous avons le privilège aujourd'hui de recevoir Jeanne Salard. Bonjour, j'ai francisé ton titre, développeuse de business chez 1% pour la planète France. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, dit-on, tu es venu accompagné de David Buffo, directeur général de Semeurs de Forêt, l'une des innombrables structures qui bénéficient du soutien du 1%. À vous deux, vous nous retracerez le projet du don depuis l'entreprise donatrice jusqu'à son bénéficiaire. ESS Entreprise spéciale 1% pour la planète, est-ce que c'est cher payé ou pas ? On le verra, en tout cas c'est parti. Ma première question, Jeanne, toi qui as eu le mérite d'arriver super à l'heure. Merci de bonheur du direct. Ma première question à toi naturellement, le 1% pour la planète, concept, théorie, histoire, vas-y, dis-nous tout. Eh bien, bonjour à tous, merci Eric. Je suis super contente d'être là. Alors voilà, je m'appelle Jeanne Salard et comme l'a dit Eric, un de mes rôles en fait est de convaincre les entreprises à rejoindre le collectif et je m'occupe aussi d'une partie des certifications, c'est-à-dire que j'accompagne les entreprises dans tout leur parcours de membres.
Donc, je suis ravie d'être avec vous pour parler du 1%, une initiative donc internationale qui a été créée en 2002 par Yvon Chouinard, le fondateur de Patagonia. Cet entrepreneur, voilà, comme tu le disais, il avait la conviction en fait qu'il ne suffisait pas d'aimer la nature ou d'en vivre, mais il fallait aussi lui rendre quelque chose. Il a donc imaginé un modèle de philanthropie hyper simple, hyper efficace et transparent, reproductible. Chaque entreprise qui adhère s'engage à reverser 1% de son chiffre d'affaires, donc comme tu l'as dit, pas des bénéfices, mais bien du chiffre d'affaires, à des associations environnementales qui ont été agréées. Le rôle en fait du 1% est que nous vérifions que cette promesse est bien tenue. Depuis, donc ça c'était aux États-Unis, donc en fait le 1% est présent dans plus de 110 pays. La France est en fait la seule entité française qui est indépendante des États-Unis. Donc voilà, on pourrait. Bravo. Ouais. Les Gaulois. Encore eux. Ils sont partout. c'est ça. Donc voilà, et en fait, donc ça a fait depuis en fait le mouvement, voilà, il a fait vraiment un long chemin. Aujourd'hui, c'est plus de 4000 entreprises dans le monde, c'est 7000 associations soutenues, et donc c'est plus de 823 millions de dollars et d'euros qui ont été reversés donc à des actions environnementales, voilà, via des associations depuis la création du 1%. En France, on a fêté nos 10 ans l'année dernière. Tu ne les fais pas du tout. Quoi ? C'est vrai. Donc voilà, on compte, nous, en France, aujourd'hui, 1000 entreprises membres, donc de toute taille et de tout secteur. Je dis de toute taille parce qu'on a des ETI et des PME, mais en fait, 70% de nos membres sont des TPE. Donc c'est vrai que les gens, en fait, nous le savent. Ils ont toujours un peu peur, ils se disent « Non, mais je suis trop petit », alors qu'en fait, pas du tout. Vraiment, en fait, nos membres, c'est donc toute taille et tout secteur. On a des grandes marques, mais aussi beaucoup de, comme je disais, de petites structures, des agences, des artisans, on a même un dentiste, des indépendants qui souhaitent donner du sens à leur activité. Et, des particuliers aussi ou pas ? De comment ? Des particuliers aussi peut-être ? Non. Alors là, vraiment, nous, on se pose vraiment sur vraiment c'est les entreprises qui peuvent vraiment être un levier économique, en fait. Donc on ne verse pas 1% des revenus, un salarié ne verserait pas 1% de ses revenus, ça ne rentrerait pas forcément dans cette logique-là. Les indépendants, par exemple, si on est auto-entrepreneur, oui, ça marche. Ça marche. Et pour donner un petit chiffre, en 2024, nous avons certifié 14 millions d'euros. Donc c'est-à-dire que donc 14 millions en fait est passé. Nous avons certifié en fait que ces dons étaient passés dans des associations environnementales. Excuse-moi, le processus de certification me paraît un tout petit peu pas très clair pour l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire des dons certifiés ? Parce que quand on fait un don normalement, on passe par toi. L'entreprise donne à 1% pour la planète. Alors, pas forcément. Pas forcément. Ah voilà, donc c'est là où ça devient compliqué. Ouais. Alors en fait, justement, on essaye de faire en sorte que ça soit le plus simple possible. Donc l'entreprise, déjà, a le choix de son association, déjà. Donc parce qu'à chaque fois, on pense que on va tout de suite en fait passer par nous, alors que nous, pas du tout. Finalement, on préfère d'ailleurs que vous fassiez le don directement à l'association de votre choix, parce que déjà, ça fidélise, ça crée des relations, etc. Et donc en fait, tout simplement, vous faites le don à votre association. Qui a été agréé par le 1%, et tout simplement vous nous envoyez le CERFA, donc l'association, David nous dira, mais voilà, l'association délivre un reçu fiscaux, et en fait vous n'avez plus qu'à nous faire parvenir ces reçus fiscaux, et nous on va le comptabiliser en fait, pour arriver vraiment à ce 1% du chiffre d'affaires. Donc l'argent est pas passé par chez toi, donc t'as pas pris ta part, et donc comment est-ce que tu te finances ? Alors déjà il y a deux nous en fait on demande une sorte de proportion minimale, parce qu'on a un fonds de dotation, donc voilà. Et en fait, c'est une proportion minimale, c'est vraiment un acompte sur le 1%, donc qui peut être compris dans le 1%, mais cette part est vraiment minime. Et dans cette proportion minimale, il va y avoir bien sûr des frais de fonctionnement, mais pas que. Donc en fait, une partie de cette proportion minimale va être reversée lors de nos rencontres pour la planète. On pourra en reparler après notre événement annuel. Voilà. Donc au final, c'est quand même la certification, c'est assez facile. On vous demande une preuve de votre chiffre d'affaires pour pouvoir calculer le 1%, et ensuite les reçus de dons. Après il y a une autre option, c'est que des entreprises en fait n'ont pas le temps. Nous, notre but en fait, c'est de faciliter votre mécénat. Donc on a des entreprises qui vont juste pas du tout avoir le temps, quel assaut, je sais pas, l'impact, j'en sais rien. En fait, je suis un peu perdue. Voilà, nous on a quand même aussi un rôle de conseil philanthropique. Et donc du coup les entreprises vont nous dire en fait on vous reverse notre 1%, et donc ça va vraiment sur un autre compte qui va être justement aussi utilisé lors de nos différents événements, et notamment l'abondement pour les rencontres pour la planète. On pourra en reparler avec plaisir. Ok, donc moi je suis une entreprise.
Voilà. Et je désire devenir membre du 1% pour la planète. Avec plaisir. Ouais. Bon, en vrai, délit d'initié, je le suis déjà. Oui. Mais toujours est-il que moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'envoie une fois par an le certificat qui prouve mon chiffre d'affaires, top secret. Et il y a un abondement minimum, plus éventuellement que moi, je reverse directement à 1%. Là, ce que tu me dis, c'est que j'ai la possibilité, et les entreprises comme moi ont la possibilité de dire, ben voilà, je connais déjà David, il est agréé, et donc je peux lui verser directement sans passer par toi. Il suffit que je prenne son reçu fiscal, je te dise, tiens, et comme ça, toi, ça rentre dans tes 14 millions d'euros de dons validés par an. C'est ça. En fait, c'est les 14 millions, c'était vraiment ce qu'on a certifié, c'est ce qui est passé. C'est la totalité, on va dire, des chiffres d'affaires, enfin des 1% de tous nos membres de chiffre d'affaires. Voilà, en fait, ça revient à 14 millions. Nous, on a vraiment les deux cas hein, chez Semeurs de Forêt. On a des personnes qui préfèrent passer par le One Person for the Planet, et donc c'est One Person for the Planet qui nous verse les sous, et on en a qui nous les donnent directement, en fait. Et on fait dans les deux cas, de toute façon, un reçu fiscal qui leur permet de prouver que tout s'est bien fait, quoi. On va se tourner vers Summer de Forêt juste après. Je voudrais rentrer sur cette logique de certification. Comment est-ce que 1% choisit les structures bénéficiaires ? Qu'est-ce qui fait que des gens comme Summer de Forêt peuvent bénéficier du fonds global ? Eh bien, en fait, il y a vraiment plusieurs... en fait, on peut vraiment faire plusieurs... Il y a plusieurs vraiment cas. Donc, soit, par exemple, nous, avec on a donc un fonds qui est donc dédié au 1%. Et en fait, à ce moment-là, on va faire... il y a plusieurs cas. Donc, on va avoir nous, on va choisir en fait des associations en pluriannuel. C'est-à-dire que sur 3 ans, par exemple, on va se dire, on va les financer pendant 3 ans à la hauteur de 10 000 euros. Parce que voilà, en fait, nous, ce qui est important aussi, c'est que voilà, les associations, c'est toujours assez compliqué en fait d'avoir un peu une vision en fait des financements sur la longue durée. Donc en fait, du coup, c'est un choix de se dire, bah, voilà, ces associations-là, on va en fait à un moment donné se dire qu'on va les soutenir sur plusieurs années. Comme ça, en fait, elles vont vraiment pouvoir mettre une stratégie en place, etc. Et pas se dire, oh mon Dieu, en fait, je commence quelque chose, mais l'année prochaine, comment je fais en fait. Donc déjà, en fait, on a un conseil d'administration, on a une personne maintenant qui est en charge qui s'appelle Jonathan Guyot, qui est responsable des partenariats environnementaux. Que l'on salue, qui nous écoute certainement. Coucou. Donc voilà, et en fait, il va y vraiment y avoir un énorme processus, notamment pour les rencontres pour la planète, où en fait, on va lancer un appel à projet auprès de nos 800 associations, presque 900 d'ailleurs agréées en France. Là, par exemple, l'année dernière, 200 ont répondu. Donc, en fait, on a donc énormément d'associations qui répondent à cet appel à projet. Pour les rencontres pour la planète, on va en sélectionner que 40. Mais en fait, du coup, nous, on sélectionne en fait on se dit les 40 meilleurs projets environnementaux, parce que voilà, il y a tout un comité qui est créé, etc., un comité de présélection. Et lorsqu'on va en fait recevoir en fait les réponses à ces appels à projets, eh bien, 40, c'est pas beaucoup. Quand même. Mais après, voilà, c'est comme ça, mais c'est déjà beaucoup et en même temps pas beaucoup. Et donc, du coup, en fait, on se dit, en fait, il y a plein d'autres associations qui aussi parfois ont un besoin. Donc, en fait, on a aussi un fonds d'urgence, c'est-à-dire un exemple d'association qui, à un moment donné, qui restera anonyme, etc., mais en fait, qui avait eu des problèmes, en fait, avec une grosse marque, etc., qui, en fait, a voulu aller en justice contre eux. Et donc, en fait, ils savent très bien que, les associations, elles n'ont pas forcément beaucoup de fonds, encore moins pour les avocats, etc., toutes les procédures, c'est très compliqué. Et donc, du coup, là, à un moment donné, on s'est dit, oula, ok, là, on va l'aider. En fait, on va faire en sorte qu'elle ne va pas couler. En fait, fonds d'urgence. Et par rapport à Summer de Forêt, en fait, on a aussi des gros membres qui vont en fait dire, voilà, moi, j'ai envie de choisir des associations, mais j'ai pas du tout envie de faire les conventions collectives, en fait, de gérer en fait ces dons-là. Donc, à ce moment-là, donc ça, c'est vraiment pour les plus grosses structures. À ce moment-là, et ben en fait, du coup, nous, en fait, on va s'occuper. Donc là, après, il y aura une part qui va être un peu prise, etc., avec une part de gestion, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, que Summer de Forêt peut recevoir aussi des fonds de nous via une autre entreprise, mais aussi, en fait, tout simplement en soutien en pluriannuel, et aussi... Après, pour les rencontres pour la planète, mais bon, ça, c'est un autre... Merci, Jeanne, mais tu n'as pas répondu complètement à ma question. Dis-moi. Ma question était, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans le pool des 800 assos que tu as validés, qui peuvent bénéficier de tes sous ? Comment est-ce qu'on rentre dans ton catalogue, finalement, de bénéficiaires potentiels ? Et ben en fait,
hyper simple. Déjà, en fait, c'est hyper simple. Parce qu'il y a des milliers d'associations valdoisiennes là, qui nous écoutent et qui sont suspendues à ce que tu vas dire. Eh bien, déjà, il faut qu'il y ait dans votre... Alors moi, déjà, juste voilà, à savoir, je m'occupe pas des associations de base. Mais bon... Toi, tu es côté business, toi, hein. Je suis côté, business, indicateur. Enfin, oui, je suis plus du côté entreprise, mais bon, je peux très bien répondre à cette question. C'est, en fait, il faut déjà que dans vos statuts, qu'il y ait une prédominance environnementale, que vous soyez d'intérêt général. Et en fait, après, on va faire une vérification de votre statut. Donc, vous nous envoyez un mail, tout est sur notre site. Hein. Vous nous envoyez un mail, et on va vous demander, en fait, voilà, vos statuts, etc. Donc, en fait, il y a plein de documents qu'on va vérifier. Voilà, l'intérêt général, la prédominance environnementale, c'est hyper important. Et à partir de ce moment-là, il faut voir un parrain. Parce qu'en fait, au tout début du 1%, oui, au tout début du 1%, en fait, il y avait, on agréait les associations. Et en fait, après, elles avaient une sorte de frustration en disant, en fait, j'ai pas été soutenue cette année, etc. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, pour elles, en fait, aussi, il faut qu'elles aient un parrain. Donc, soit déjà une entreprise membre, voilà, on en a environ 1000 en France aujourd'hui. Donc, soit elles sont déjà soutenues, ou sinon, en fait, elles peuvent demander à leurs mécènes, si elles en ont déjà, de dire en fait voilà, le 1% c'est aussi une communauté d'entrepreneurs. C'est hyper important en fait pour toi, pour donner l'exemple, pour inspirer d'autres entrepreneurs à faire pareil. Tu donnes déjà, valorise en fait ton don, c'est hyper important. Il y a beaucoup de structures qui vont donner, etc., vachement tout valoriser, mais en fait nous, le 1%, en fait, voilà, c'est vraiment la différence entre une philanthropie autoproclamée et une philanthropie vérifiée. On vérifie ce don. Et donc, tout de suite, que ce soit auprès des clients, des collaborateurs, ou même, voilà, c'est vraiment ce don est certifié. Donc, les associations peuvent très bien demander déjà à un mécène, entreprise, de dire, voilà, rejoins le collectif. Comme ça, moi, je suis agréée. Et en plus, je peux candidater aux rencontres pour la planète. En fait, je peux faire vraiment... on peut candidater aux rencontres sur la planète si on n'est pas agréé. Je tiens à préciser. Mais en fait, je rentre dans ce pôle et nous, le but, c'est vraiment de mettre en lumière les associations. Là, je vais être un peu cash, mais voilà, vous travaillez dans l'ombre, payez la plupart du temps à 3 cacahuètes pour le bien commun de tous. À un moment donné, notre rôle, le but, déjà, c'est qu'on n'existe plus, hein, mais notre rôle, en fait, c'est de faire en sorte que les entreprises réalisent qu'il y a des personnes qui sont là, prêtes à se battre, mais voilà, il y a toujours ces problèmes financiers, c'est hyper compliqué, donc voilà. Donc pour devenir agréé, vraiment envoyez-nous un mail, trouvez un parrain, voilà, tout simplement, et on sera ravis de vous accueillir. Et du coup, tu renverses la charge sur les entreprises comme moi, et donc maintenant, c'est moi qui vais recevoir un paquet d'emails d'associations locales. Vas-y, parraine-moi, ça a l'air super votre bazar. Ok. Merci bien. 1%, à la question, donc 1%, est-ce que c'est suffisant à ton avis pour toi Personnellement personnellement, bien sûr. Tu représentes la structure, attention quand même. Oui, non, bien sûr. Non, mais... je pense que si tout le monde déjà donnait 1%, il y aurait une vraie différence. Donc commençons par là. Après, voilà, bien sûr que pour moi, le 1%, voilà, c'est un acte de citoyenneté économique. C'est trop important en fait aujourd'hui, entreprise membre, et d'ailleurs merci à nos entreprises et à toi Eric pour votre engagement, parce que voilà, tout le monde ne le fait pas. Nous, c'est ce qu'on explique, c'est qu'il n'y a pas de petit 1%, il n'y a pas de petit... Oui, en fait... Ça va, j'ai compris, j'ai pas un super chiffre d'affaires, j'ai compris. Pas du tout, pas du tout. Mais dans le sens où, oui, si déjà tout le monde faisait 1%, ça serait beau, mais non, forcément, ça suffit pas. Voilà. Je pense que merci à ceux et à celles qui s'engagent en fait, parce qu'on sait que c'est un engagement super fort. 1% du CA, c'est énorme ou pas, mais c'est un engagement extrêmement fort. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais en fait pour les entreprises qui se disent en fait moi je suis trop petite, je peux pas. En fait vous pouvez en fait choisir un périmètre restreint. C'est-à-dire vous pouvez choisir une gamme ou une marque. On a en fait des grandes structures qui vont nous rejoindre au début sur juste une marque en disant je vois un peu comment ça fonctionne, tout ça. Et ensuite, après voilà, on peut agrandir le périmètre bien sûr, mais voilà, vous pouvez choisir en fait. Si vous ne savez pas, vous pouvez très bien en parler avec nous et puis nous essayer de trouver comment on peut délimiter ce périmètre ensemble. 1% à géométrie variable, ça fait moins peur déjà pour les plus grands. Merci beaucoup. On va se retrouver juste après la pause musicale que tu as choisie, qui est Francis Cabrel. Comment s'appelle le titre ? Assis sur le rebord du monde.
Si j'ai bien toute ma mémoire, disait Dieu dans un coin du ciel. J'avais commencé une histoire sur une planète nouvelle, toute bleue. Bleue pour pas qu'on la confonde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. J'y avais mis des gens de passage et j'avais mélangé les couleurs. Je leur avais appris le partage, ils avaient répété par cœur, toujours, tous toujours dans la même ronde. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Dit aux hommes pour chaque fille une colline de fleurs. Et puis j'ai planté des arbres à pommes où tout le monde a mordu de bon cœur. Et partout, partout des rivières profondes. Je vais aller m'asseoir sur le rebord du monde, voir ce que les hommes en ont fait. Toute la ville s'arrête, il paraît que les fleuves ont grossi. Les enfants s'approchent, s'inquiètent, demandent pourquoi tous ces bruits, sans doute Dieu et sa barbe blonde. Dieu qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. Qui s'est assis sur le rebord du monde et qui pleure de le voir tel qu'il est. ESS Enterprise, toujours deuxième partie, toujours autour du 1% pour la planète, 1% for the planet. Je sais pourquoi là, ouais, c'est parce que c'est américain au départ, c'est pour ça. Ouais. D'accord. Donc toujours en compagnie donc de Jeanne Salard, développeuse de business, et de David Buffo, directeur général de Semeurs de Forêt. Cette fois, David, c'est ton tour de passer sur le grill de l'interview parce que tu es bénéficiaire direct du 1% pour la planète, et c'est à ce titre-là que tu es invité. Raconte-nous ce que c'est qu'un semeur de forêt. Alors, Semeurs de Forêt, c'est une association qu'on a créée il y a 7 ans bientôt avec ma femme, Florence Massin. Qu'on salue, j'imagine. Qu'on salue, j'espère qu'elle nous écoute. Et en fait, face à tous les défis qu'on voit aujourd'hui au niveau environnemental, on était un peu dépité dans notre canapé devant notre télé. Et à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse des choses aussi de notre côté, au moins pour ne pas avoir de regrets. Donc on a créé cette association, et sans compétences particulières, parce que nous, notre métier était très éloigné de tout ça. Et au début, on est parti sur l'idée de on va planter des arbres. Et ça nous paraît à la fois faisable, accessible et utile. Et puis petit à petit, l'idée a grandi et s'est complexifiée, en fait, parce qu'on s'est dit planter où ça, planter quoi, planter comment, planter avec quel argent. Donc ça a commencé à faire beaucoup de questions, et on a trouvé nos réponses. Donc une des spécificités, en tout cas de notre association, c'est qu'on a décidé d'acheter les terrains sur lesquels on voulait recréer des espaces de biodiversité. Donc c'est parce qu'on ne voulait pas planter des arbres sur un endroit où 30 ans, 40 ans plus tard, parce que ça avait été mis à disposition par une commune ou par un particulier,
que tout d'un coup, on agrandit la médiathèque. Et que ça puisse être récupéré, préempté, quoi que ce soit. Oui, et puis finalement, tous tes arbres, ils sont coupés. Et puis voilà, ce que tu as fait, ça n'a servi à rien. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est vraiment, et c'est le point important, c'est de recréer des sanctuaires de biodiversité. Au niveau philosophique, c'est un petit peu de se dire qu'on se fait le porte-monnaie de tous ceux qui n'en ont pas, donc les insectes, les oiseaux, les arbres, qui eux aussi ont le droit d'avoir des endroits à eux, mais qui ne peuvent pas se les acheter. Donc on achète pour eux, et puis après, quand on y va, nous, on est invités, quoi. Donc c'est donc 7 ans, les premiers arbres qui ont poussé commencent à avoir une bonne taille là. Où est-ce qu'on en est au bout de 7 ans? Alors le truc avec les arbres, c'est que ça pousse, mais pas aussi vite qu'on aimerait en fait. Donc parce qu'on est tous habitués à avoir des arbres qui ont 50 ans, 100 ans, 200 ans, et puis quand tu plantes un arbre qui a 1 an et demi, il fait 20-30 cm de haut, ça dépend des essences. Et quand tu reviens, les premiers qu'on a plantés, ça fait 6 ans. Il y en a qui font 5-6 mètres de haut, hein, déjà, donc c'est bien. On peut voir quand même la forêt en devenir, mais ce n'est pas encore une forêt comme on pourrait l'avoir dans notre imaginaire. Donc c'est ça aussi qui est très utile et intéressant, parce qu'on fait des plantations avec des bénévoles, donc des gens qui viennent, qui voient le temps que ça prend. Et c'est un apprentissage, on va dire, par l'expérience que ça met du temps en fait à se recréer la nature. Alors que le détruire, en 1 heure, tu as détruit 1 hectare. Et là, il faut vraiment du temps. Donc, on le fait de manière joyeuse, et c'est très agréable. Et c'est aussi beaucoup de rencontres quand on fait ça. Et aujourd'hui, on a donc acheté un premier terrain en 2019, quand on a créé l'association. On pensait que ça nous prendrait des années déjà à rembourser puis à tout planter. Mais en fait, 1 an plus tard, tout était fait. Donc on a pris un deuxième, un troisième. Bon, le Covid est un peu passé par là, et un peu ralenti les affaires, mais là aujourd'hui on en est à 60 hectares en fait sanctuarisés. Là, à la fin de l'année, il y a un terrain qui est sous compromis, donc normalement tout devrait bien se passer. Donc on va arriver tant que c'est pas signé. Voilà. Mais sinon, on a 45 qui sont à nous. Donc là, ça va être 15 hectares en plus, et puis on a des projets encore. L'idée, c'est d'essaimer un peu partout sur le territoire et d'accompagner des gens. Donc tout comme peut y avoir des petites entreprises, parce que nous, on est rentré dans le One Person for the Planet avec une toute petite entreprise qui nous a sponsorisé, on va dire. Et n'importe qui peut dire à Sommeurs de Forêt, écoutez, moi je suis intéressé pour faire la même chose vers chez moi, je suis motivé, bon après j'y connais rien, mais nous maintenant on s'y connaît un petit peu, donc on accompagne les gens et on fait en sorte de trouver un terrain ensemble, d'organiser des plantations s'il y a besoin, parce qu'on achète... on ne fait pas tout le temps des plantations, on achète maintenant des fois des terrains qui sont déjà intéressants au niveau écologique et qu'il n'y a pas besoin de toucher. Donc mais juste pour les préserver. Voilà, on les achète et puis on les laisse tranquilles en fait. Merci. Revenons sur l'ancrage 1% for the Planet. Tu dis que c'est une petite structure qui vous a parlé. Tu en avais déjà entendu parler, toi, avant? Tu cherchais à rentrer chez 1% ou... Oui, alors moi, ça faisait très longtemps en fait, que je connaissais le 1%, parce que j'avais vu le logo dans le rayon bio des supermarchés où j'allais. Donc je connaissais assez bien ça, et je trouvais ça très bien de la part des entreprises de donner 1% de leur chiffre d'affaires. Et on disait tout à l'heure, oui, c'est peut-être pas assez tout ça, mais bon, chiffre d'affaires, ça veut pas dire qu'on fait du bénéfice. Donc il y a des entreprises des fois qui sont déficitaires et puis qui donnent quand même 1% de leur chiffre d'affaires. Donc c'est un bel effort. Après, ceux qui font 50% de marge, bon, c'est autre chose. Mais du coup, rentrer dedans, nous, c'était... c'est quelque chose, oui, qui nous faisait envie. C'est une marque de reconnaissance aussi, parce que le processus pour rentrer en tant qu'association est pas si simple que ça quand même. Voilà, on va enfin tout savoir. Non, mais c'est pas compliqué. Mais il y a un processus de vérification qui fait que pas n'importe qui rentre en fait. Ouais, c'est plutôt rassurant. Voilà, je trouve que c'est très bien. Mais c'est pas j'envoie un mail et puis ça y est, je suis dans la... Elle a dit que c'était la première étape d'envoyer un mail. Elle n'a pas dit que c'était fait automatiquement. Quand même. Donc il y a des vérifications des statuts, vérification des gens, enfin tous les dossiers qu'on fait comme quand on fait des dossiers de subvention, en fait, plein de pièces qui sont vérifiées, qui font qu'ensuite les entreprises, elles n'ont pas à faire ce boulot-là, parce que donc je trouve que c'est très bien, ça centralise en fait les choses. On a tout de suite des associations de confiance entre guillemets, et puis après chacun choisit en fonction de ses sensibilités.
Donc, Est-ce que du coup, tu dirais que le 1% pour la planète, c'est un label intéressant pour ton association, en disant que tu reçois les financements du 1% pour la planète, ça veut dire que ta structure est gérée d'une certaine façon. C'est pas un vrai label au sens strict du terme, mais est-ce que c'est en tout cas une plus-value pour toi ? c'est une reconnaissance et oui, c'est une plus-value. Et c'est quelque chose qu'on met en avant, en fait. Jeanne, je te voyais dire non quand je disais label. C'est pas un label du tout. Vous voulez jamais être dans cette logique-là. J'ai encore dit une ânerie. Non, pas du tout. Mais c'est normal en fait. Voilà, vu qu'il y a un logo, on peut penser souvent à un label. En fait, on est vraiment un organisme de certification, de vérification. En fait, on est vraiment un fonds de dotation dans nos statuts. Donc voilà, on n'est pas voilà. Donc c'est différent de la notation et c'est différent du label. Vous êtes dans la certification. Exactement. Ouais, très bien. Ok, excusez-moi. Donc, est-ce que cette certification t'ouvre de portes à d'autres financements, par exemple, en disant, voilà, je suis déjà membre du 1%, après, on va rentrer dans les chiffres, hein, combien tu as reçu ou en tout cas, c'est secret. Alors, le pourcentage alors, c'est pas un chiffre d'affaires qu'on a pour les entreprises, mais un pourcentage annuel de tes frais de fonctionnement, etc., c'est quand même important. Le coup de pouce initial. Alors, j'ai pas fait le calcul de savoir combien de notre collecte vient par le 1% for the Planet. En gros, nous, on a un tiers qui vient des particuliers qui nous font des dons. Et il y a des particuliers, des fois, qui font des dons qui sont très importants. Ensuite, les 2 tiers, c'est des entreprises. Sachant que nous, chez Semeurs de Forêt, on n'a pas de subventions publiques. Parce que vu qu'on fait de l'achat foncier, c'est difficile d'avoir des subventions là-dessus. Et dans cette partie de subventions d'entreprise, c'est peut-être la moitié. Qui viendrait du 1%, ouais. Oui. Ouais, donc, si on dit entre 30 et 50% et qui viennent du 1%. La moitié de 2 tiers, c'est pas mal. Je sais pas faire le calcul, mais ça a l'air beaucoup. Non, c'est quand même... Nous, ça nous a donné un gros coup de pouce, d'autant que les entreprises qui sont venues par le 1% nous ont donné quand même beaucoup. Beaucoup, oui. Je viens de faire le calcul, ça fait un tiers. Pardon. J'ai posé la division, là, tout va bien. Non, ça... Ouais, non, mais ok, donc il y a quand même un tiers de votre budget qui intervient par là, donc c'est vraiment pas neutre. Ok, donc tu sais pas si l'autre tiers vient parce que vous êtes déjà certifié, agréé. Je ne pense pas que ça ait d'influence sur les autres, en fait, sur d'autres donateurs qui se disent « Ah, il y a le logo 1%. Beaucoup des personnes qui vont nous soutenir par ailleurs sont des personnes qui sont tombées sur nos communications, sur notre site internet, qui ont vu ce qu'on faisait et qui sont sensibles à ça, en fait. Et eux, la certification, je pense que c'est... Enfin, peut-être que ça les rassure, je ne sais pas. L'agrément Oui. Ah non, la certification. C'est une formule. Ouais. Pas de problème. Question par rapport à l'objet social de Semeurs de Forêt. On est dans une logique actuellement où la responsabilité sociétale des entreprises devient de plus en plus prégnante et de plus en plus obligatoire pour les entreprises de toute taille. Certaines veulent viser une neutralité carbone au bout de quelques années en disant on va continuer à un petit peu polluer, mais on va planter de l'arbre et comme ça va compenser nos émissions de carbone. Quelques études tendent à montrer que ce modèle-là peut être fait un tout petit peu n'importe comment. Comment est-ce que Semeurs de Forêt se positionne par rapport à ça ? Nous, on n'est pas du tout pour la compensation. Donc, j'ai même envie de dire qu'on est plutôt opposé. Pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que compenser, ça donne un droit à continuer comme avant. Alors qu'on voit bien que notre modèle, de toute façon, n'est pas viable. Donc, il va bien falloir changer des choses. L'autre façon, parce qu'il y a la compensation carbone, mais il y a aussi la compensation aujourd'hui environnementale. C'est-à-dire que tu vas complètement bétonner un endroit et tu vas dire je vais restaurer un autre endroit. Mais créer un écosystème, c'est hyper complexe et ça met des dizaines et des dizaines d'années à se créer, voire des fois des centaines. Parce que si on veut créer une forêt primaire, c'est 700, 1000 ans, suivant les latitudes sous lesquelles on est. Donc, c'est pas possible de compenser, en fait. Pour nous, c'est une illusion. Et d'autant qu'il y a beaucoup de projets, finalement, de compensation carbone qui sont des désastres environnementaux, dans le sens où on va créer des plantations de monospécifiques, en fait, une seule essence qui est plantée en ligne sur des milliers d'hectares. Donc, c'est un désert en termes de biodiversité.
C'est souvent fait avec des techniques qui sont d'agriculture intensive, donc de sylviculture. On a des champs d'arbres plutôt que des forêts. Et le jour où tout est coupé 40 ans plus tard, parce que souvent c'est des cycles courts, parce que c'est de l'industrie, c'est des industriels qui font ça, donc ils prennent les crédits carbone, après ça a même parfois des bilans négatifs en termes de carbone, parce qu'on a déstocké du carbone du sol. C'est-à-dire que les arbres qu'on a créés, pendant leur durée de vie, ils ont stocké du carbone, mais après on les coupe, et puis si ça fait du bois de chauffage, ça repart tout de suite, mais bon, de toute façon, on sait bien que ce bois-là, dans 50, 100 ans, il va repartir dans l'atmosphère, donc c'est neutre. Mais en plus, tu as déstocké du carbone du sol, alors que c'est un grand stock, et que celui-là, il va être très long à restocker. Donc c'est vraiment une mauvaise solution, et c'est quelque chose pour se donner bonne conscience. Nous, on est souvent beaucoup sollicités pour ça, parce que... C'est la question que j'allais te poser, parce pour nous dire... On voudrait faire des quotas carbone, on voudrait avoir la neutralité carbone, et nous on refuse toujours parce que on est tous obligés de polluer quelque part. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, le fait de s'habiller, d'avoir un téléphone, ça pollue, donc j'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit, mais faut mieux aller vers la sobriété plutôt que se dire je vais partir à Dubaï en avion, mais je vais compenser mon billet. En plantant des graines de courge. Merci beaucoup pour ces éléments. Je pense que c'est important de préciser aussi les limites de l'exercice que tu as. Donc toi, vous achetez du foncier, vous arrivez à faire des reçus fiscaux pour les gens qui vous font des dons pour l'achat foncier ? Oui, bien sûr. Nous, on est une association d'intérêt général, et donc on est habilité à faire des reçus fiscaux. On a eu l'autorisation de l'administration fiscale, donc... On fait les reçus, et même si c'est pour de l'achat foncier, les particuliers ont 66% et les entreprises... Je tire le fil. Là, les terrains appartiennent à l'association. Tu disais tout à l'heure qu'au bout de 7 ans, les arbres poussaient peut-être déjà, mais qu'il fallait voir plutôt dans 30, 40 ou 50 ans. C'est quoi l'association dans 30, 40 ou 50 ans ? Qui sera derrière ? Il y a un conseil d'administration ? Vous avez transmettez déjà ça aux futures générations ? Comment ça marche ? Alors, il y a un conseil d'administration. On a dans nos statuts, parce que bien sûr, l'idée de faire une association et donc une personne morale, c'était que ça soit pas lié à nos personnes et que déjà ça puisse nous survivre. Après, je ne sais pas, est-ce que Google, ça sera encore là dans 50 ans ? Voilà, on ne sait pas. Donc, au rythme où ça va... Il n'y aura même plus que Google, je pense. Peut-être, mais peut-être pas. Il y a d'autres entreprises, Yahoo, est-ce qu'on en entend encore parler ? Donc c'est difficile de voir à long terme, mais en tout cas, nous, notre objectif, c'est de perdurer. Et dans nos statuts, on a que si jamais l'association venait à être dissoute, on ferait don de tout le reliquat de tous les terrains qu'on a à une association qui a des buts similaires. Parce que, bien sûr, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie des uns et des autres et dans la vie d'une association. Voilà, tout est couvert, toutes les options sont couvertes. Ok, parfait, merci beaucoup. Voilà. Je voudrais revenir avant d'écouter le choix musical, ton choix musical, David, que tu nous expliqueras peut-être. Je voudrais revenir sur le processus de sélection des entreprises. Parce que... On évoquait certaines entreprises qui cherchaient à se donner bonne conscience et à planter des arbres à tout va pour réduire leurs allers-retours Dubaï. Si moi j'étais, par exemple, non pas une petite entreprise déjà membre, mais une très grosse entreprise qui, par exemple, venait de perdre un procès en greenwashing, par exemple. Le premier en France d'ailleurs, mais bon. Et si je viens avec mes très gros sabots, je dis 1% de mon chiffre d'affaires, dis donc. On serait quand même à plusieurs dizaines de millions déjà, 1% de mon chiffre d'affaires. Je peux venir ? Je peux mettre mon logo sur mon truc en disant je fais de l'éolien et du 1%? Alors, merci pour ta question. Non. Parce que ça n'aurait pas de sens, en fait, tout simplement. On a un comité éthique. Alors les entreprises remplissent un formulaire. Nous on va générer un contrat, etc. Et leur demander quelques documents. En fait, à partir du moment où il y a un descriptif de l'entreprise, nous en fait on refuse catégoriquement toutes les entreprises qui sont dans l'extraction, la pornographie et le tabac. Déjà, ça, c'est déjà une base. Mais en fait, c'est dès qu'on va avoir en fait un doute, on peut rassembler le comité éthique. Donc là, on en a déjà fait l'année dernière, etc. Et en fait, le comité éthique, c'est des personnes du conseil d'administration, de notre conseil d'administration, avec le salarié en charge du compte.
Et en fait, le comité éthique va se retrouver en moins de 48 heures pour parler, ou enfin un maximum dans la semaine, pour parler justement de ce cas, en disant qu'est-ce qu'on fait, oui, non. Et en fait, on a déjà eu besoin de demander à des associations, parce qu'à un moment donné, c'était des sortes de... Bon, enfin, bref. Mais voilà, c'était... Un exemple qui a failli sortir de l'anonymat. Et d'entreprise. Et en fait, nous, on ne savait pas si c'était vraiment... Est-ce qu'on... C'était pas vraiment du greenwashing. En fait, on ne savait pas vraiment. Et donc, du coup, on a demandé, tout simplement, vu qu'on a quand même un panel d'experts dans à peu près tous les domaines qui gèrent toutes les thématiques environnementales, on est en fait allé tout simplement demander à nos experts. Donc, les autres entreprises membres qui avaient déjà été agréées, par exemple. Alors, pas forcément plus les associations. Quand les associations plus, c'est mieux, bien sûr. Mais en tout non, cas, j'ai pas de mon concurrent, non, j'ai rien. mais en tout cas, voilà, c'était... Donc, on a un comité éthique. Parfois, c'est très compliqué, même parce que parfois, la plupart du temps, c'est quand même des gros chiffres d'affaires. Parce que, voilà, quand c'est plus petit, c'est vrai que la question se pose moins, parce qu'on se dit, bon, bah, en fait, non, dans tous les cas. S'il y a un doute, non. Mais voilà, et on est obligé de dire non, parce qu'en fait, sinon, ça n'aurait pas de sens. Après, nous, je sais qu'on a des associations qui, par exemple, vont travailler pour les déchets, enfin, contre les déchets plastiques, qui vont, en fait, refuser certains membres, parce que dans leur packaging ou quoi, il peut y avoir des plastiques, qui vont refuser des dons. En fait, donc voilà, ça arrive aussi aux associations de dire, en fait, non, je ne veux pas, ce n'est pas possible, en fait. Donc voilà, après, nous, on est complètement contre le greenwashing, ça c'est une certitude. On est vraiment, nous là, on veut vraiment pas, enfin c'est l'entreprise pour qu'elle puisse en fait financer des projets, des actions concrètes. Nous, on répond vachement par exemple, pour une entreprise, lorsqu'elle veut changer son modèle en interne ou changer son modèle de production, etc., on sait que ça prend beaucoup de temps, malheureusement, voilà. Et sauf que nous, voilà, en fait, on répond à ce temps, à cette urgence, en fait. On se dit, bon, en fait, voilà, nous, maintenant, juste, il y a des associations, elles sont là tout de suite, elles savent exactement quoi faire. Donc voilà, ça permet, en fait, à l'entreprise de se dire, bon, bah, je garde le cap, au moins sur ça. Mais en tout cas, on a un comité éthique voilà. qui permet de vérifier tout ça. Exactement. Je vous propose d'écouter le choix musical donc, de David Buffo, qui est Chad Kroger. Comment s'appelle le titre ? Il s'appelle Hero. Hero. I am so high, I can hear heaven. Stay
watching us as we all fly away. Whoa. ESS Enterprise, troisième partie, toujours en compagnie de Jeanne Salard, développeuse business chez 1% pour la planète France, et toujours en compagnie de David Buffo, directeur général de Semeurs de Forêt. Nous avons vu jusqu'à maintenant comment devenir plutôt assez facilement membre, association agréée. Agréé ? Yes, je l'ai. Association agréée par 1% pour la planète. Nous avons vu les bénéfices que l'on pouvait en tirer quand on était bénéficiaire finalement de ces sommes et de ces rapprochements, de cet écosystème autour du 1%. Reste à voir maintenant un peu, peut-être tournons côté entreprise. Quel serait l'intérêt pour une entreprise de venir comme ça participer au 1%, à part mettre un joli macaron sur ses communications? Eh bien, merci pour la question. Déjà, donc, c'est valoriser votre engagement. Déjà, voilà, je parle comme si je parlais d'une entreprise, mais c'est déjà valoriser votre engagement. Et en fait, rejoindre le 1%, donc ce que je disais, c'était il y a vraiment une différence entre une philanthropie autoproclamée et une philanthropie vérifiée. Et surtout, en fait, nous, c'est vraiment une communauté. En fait, on fédère cette communauté. On organise en fait des événements un peu partout en France, parce que voilà, en fait, on est partout sur tout le territoire, et les associations aussi. Et donc l'année dernière, par exemple, c'était 14 événements par an, où voilà, donc c'est avec mon collègue Antoine et moi, en fait, on va vraiment aller un peu partout en France, faire des cafés ou des after-work, pour faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent ensemble, fassent du business ensemble, et en fait on va profiter de ces événements pour mettre en lumière des associations locales. Donc en fait vraiment le but c'est de créer du lien. Voilà, le panel d'associations, voilà, elles sont locales, régionales, en fait elles font aussi, voilà, elles font comme je disais même sur toutes les thématiques, etc. Et en fait les membres, on a remarqué que les membres, et ben en fait quand ils rencontraient ce qui se passait en fait à côté de chez eux, qui n'en avaient aucune idée, et ben en fait tout de suite ça crée du lien. Et nous vraiment c'est ça le but, créer du lien entre les différentes structures en fait, entre partout. Voilà. Merci beaucoup. Donc finalement c'est intégrer, démontrer sa philanthropie, mais aussi intégrer une communauté de valeurs. Exactement. Ça, je vais le rajouter sur mon site internet. Merci beaucoup. David, je me tourne vers toi. On a évoqué tout à l'heure la notion de compensation. Et j'ai vu que tu étais un petit peu embêté parce que tu avais envie d'exprimer que compenser, c'était pas forcément une bonne chose. Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Donc le meilleur bilan carbone est celui qu'on ne crée pas. Ce que je voulais ajouter à ça, c'est que les entreprises qui veulent faire de la compensation ne sont pas forcément des entreprises qui ont des mauvaises intentions ou qui cherchent à faire du greenwashing, justement. Mais c'est que l'idée de la compensation est tellement attrayante, ça paraît tellement chouette comme idée de se dire je vais pouvoir juste replanter ailleurs, financer d'ailleurs pour une entreprise, parce que c'est même pas eux qui font le travail, financer quelque chose, donc donner une part de mon chiffre d'affaires pour effacer finalement les dommages que j'aurais pu créer, que en toute honnêteté, ils se disent banco, allons-y, et que c'est pas forcément quelque chose de malhonnête en fait. Et ça demande un effort, donc moi donc je suis content que tu me donnes l'opportunité d'en parler. De l'éducation, de comprendre que c'est pas la même chose en fait. Tu peux pas dire, enfin aujourd'hui on a des pays qui sont en guerre, tu peux pas dire on va raser un territoire, mais vous inquiétez pas, parce que à tel endroit on va faire un truc super. Voilà, ça n'est pas comparable en fait. Donc c'est d'abord essayer de minimiser le premier axe que les gens devraient avoir, c'est de minimiser leur impact, et puis ce qu'ils peuvent pas faire, peut-être compenser. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire, et surtout que les entreprises, les gens, c'est juste qu'ils n'ont pas conscience en fait. Compenser vient en dernier. Avant, il y a ne pas éviter, et il y a réutiliser, réduire, éviter, réduire et compenser. D'accord. Et souvent, on passe directement à compenser, alors que parce que éviter, c'est plus compliqué. Du coup,
la relation que tu as, toi, avec les entreprises, on te fait des dons, on te dit, voilà, je voudrais planter un arbre, voilà, 2 euros. Comment est-ce qu'on vient de voir comme ça en disant, j'aimerais pouvoir très facilement planter un arbre et mettre ça, par exemple, j'ai un produit à grande surface, je dis, ben voilà, vous achetez mon produit, ce sera un arbre planté sur le terrain de semeur de forêt. Alors, on a ça assez régulièrement, où on nous demande combien ça coûte de planter un arbre. Et puis du coup, parce qu'on voudrait faire, on a une agence de voyage il n'y a pas longtemps qui nous a proposé ça, qui nous a dit un voyage acheté, un arbre planté. Donc, un voyage en avion contre un arbre. C'était en France, mais bon, toujours. Oui. Allez, un voyage dans le Gers, un arbre planté. Et donc là, on fait aussi œuvre de pédagogie en leur expliquant que planter un arbre, déjà, ça dépend ce que tu plantes, ça dépend où tu plantes, parce qu'il y a des programmes de plantation qui coûtent pas cher, qui sont à l'autre bout du monde, et peut-être il y a eu des programmes en Turquie où ils ont planté des millions d'arbres, ils avaient fait toute une opération, et ils sont tous morts. Donc finalement, planter un arbre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que... ouais, merci, je l'ai travaillé. C'est pas senti, c'est passé crème. C'est pas ça qui va créer un écosystème. Donc, et si tu achètes des terrains, si tu les laisses tranquilles, et qu'il doit y avoir une forêt dessus, dans 30 ans, 40 ans, tu auras une forêt dessus. Donc les plantations, c'est vraiment pas le principal. Nous, on dit plutôt essayer de nous aider à sanctuariser des terrains, à acheter des terrains, et puis peut-être on fera des plantations dessus, mais quand on fait des plantations, c'est vraiment des plantations modestes, parce qu'on laisse une grande place à la libre évolution, au processus naturel. Donc on plante quelques centaines d'arbres, mais à la fois pour réintroduire de la biodiversité, puis pour avoir un effet pédagogique auprès des personnes et créer du lien entre les gens, voilà, créer aussi un écosystème humain autour de ça. Mais c'est pas du tout le principal en fait de planter des arbres. Et ça paraît un peu la solution de facilité. Et c'est aussi encore une fois quelque chose qui était très séduisant. Nous, quand on a commencé Semeurs de forêt, la première idée qu'on a eue, c'est plantons des arbres. Et aujourd'hui, on a évolué. 7 ans plus tard, on s'est dit c'est pas suffisant. Question qui me vient en t'écoutant. Je suis une entreprise et j'ai envie d'impliquer mes salariés dans cette logique-là. Il y a un terrain j'ai un terrain pas loin d'un terrain industriel à côté de mon usine. Je veux bien le céder à Semeurs de forêt, mais j'aimerais pour ça que mes employés viennent le planter, cultiver, l'entretenir, le suivre un peu par rapport à tout ça. Est-ce que ça, c'est des éléments qui sont susceptibles de rentrer dans tes missions sociales ? Oui, ça tout à fait. Nous, on a déjà, alors on n'a pas eu ce cas de figure-là, mais on a déjà des entreprises qui sont venues sur nos terrains pour nous aider, donc on a amené des équipes. Une fois, il y a une entreprise justement qui est mécène de One Person for the Planet, donc je l'ai cité, c'est The Good Company, qui est venu avec toute son équipe pour nous faire de l'entretien une journée. Donc à la fois, on faisait de la pédagogie, on leur expliquait les choses, et puis ils étaient un peu les mains dans la terre à faire ce qu'il y avait. Donc, la main d'œuvre. Voilà, donc c'était super et très agréable. Et donc le cas, s'il y a une entreprise qui a un terrain qu'elle n'utilise pas, qui veut nous le céder, parce que un peu la condition, nous, c'est l'acquisition pour les protéger, et qu'après elle dit, nous, on veut que... nous, ça nous fait de la main d'œuvre... Ça nous fait de la main-d'œuvre. L'important, c'est pas parce que c'est des salariés que c'est pas des gens. Hein, donc, Non, bien sûr, mais je veux dire par là, ça peut rentrer dans le cadre d'une dimension RSE pour l'entreprise. Ça peut être beaucoup plus intéressant, en plus impactant, d'impliquer ses personnels. Ah oui, mais c'est quelque chose, on est tout à fait favorable à ça. Tu parles d'entretien, quand tu disais que... Moi, je pensais que tu laissais faire la nature. Non, il y a de l'entretien à faire sur ces... En fait, c'est l'entretien des... Alors, des fois, quand il y a du voisinage... faut faire attention, il y a quand même des lois à respecter, donc les entretiens en bordure de propriété, s'il y a des routes, il y a peut-être des élégages à faire par rapport à ça. Il y a aussi l'entretien, ce qu'on entend principalement par ça, c'est l'entretien des plantations, c'est-à-dire que les premières années, il faut faire en sorte de donner le maximum de chances aux arbres de pousser bien. Donc ça veut dire que s'il y a des lianes, des plantes grimpantes autour qui pourraient étouffer, faut les retirer. Il faut faire en sorte de bien pailler, juste de surveiller. Et de lapins qui mangent les jeunes pousses, non ? Il n'y a pas des lapins qui mangent des pousses Alors les lapins, non, parce qu'on met des protections. Les biches, pas trop non plus, parce que nos protections sont assez hautes. Mais ça peut arriver qu'il y ait un peu d'abrutissement. Donc l'abrutissement, c'est le fait qu'une biche mange un morceau de l'arbre. Mais c'est pas tellement dérangeant, ça lui fait perdre un peu de temps, mais il ne va pas mourir à cause de ça. Alors il peut mourir à cause de ça, mais vu que tu veux recréer une forêt, il va y en avoir des centaines d'arbres, donc ça prenne un peu plus de temps.
Il y a aussi ça, c'est laissons le temps à la nature de prendre ces choses plutôt que de se dire allez, on y va tous vite avec nos tractopelles et puis il faut que dans 5 ans, ça soit fait, quoi. Merci beaucoup. 1% pour la planète, est-ce qu'on pourrait imaginer transposer ça 1% pour d'autres causes? Parce que bon, la planète, c'est une cause tout à fait justifiée, hein, je n'ai pas de difficulté par rapport à ça, mais est-ce que ce modèle-là a déjà été parodié, copié, dupliqué? Oui, une fois. Il me semble. Une seule fois. Et on les a plus jamais revus. Disparu. Pas du tout. Oui, une fois. C'était pour les animaux, il me semble. Mais sinon, en fait, nous, vu qu'on couvre quand même toutes les thématiques environnementales à toutes les échelles, concrètement, en fait, de toute façon, tout est synergique. On va avoir des associations donc environnementales, mais qui font aussi en fait faire beaucoup de social. En fait, tout va ensemble. Donc nous, pour l'instant, il y en avait juste eu une, voilà, c'était 1% pour les animaux, il me semble. Mais voilà, pareil. On parlait tout à l'heure de donner 1% de son chiffre d'affaires. C'est la base de l'adhésion et du fonctionnement de cette fonds de dotation. C'est la structure? Ouais, fonds de dotation. Ouais. On peut donner autre chose que du cash. Oui. Comment est-ce que ça marche? Alors, en fait, justement, ton exemple avec The Good Company, en fait, c'est du mécénat de compétences. Donc, le mécénat de compétences, en fait, vous pouvez le comptabiliser sur une partie de votre 1%. Donc, il y a Pas tout. Non. Une partie seulement. Oui, seulement 50%. Parce qu'en fait, il y a un chiffre hyper important. C'est que seulement 7% de la philanthropie est dédiée à l'environnement. En général, sur la philanthropie mondiale? Philanthropie environnementale française. Française. Donc je reprends. La philanthropie française... Environnementale. Oui. La philanthropie française globale, il n'y a que 7% qui va à l'environnement. Exactement. Ça y est, j'ai compris. Et donc c'est quand même voilà, c'est assez alarmant face à cette urgence. Voilà, on se dit que c'est quand même vraiment c'est très peu. Et donc du coup voilà, nous le 1% de base, c'est vraiment que les fonds que les associations soient financées, parce que c'est vraiment un fonds, enfin voilà, qui est vraiment des des fonds quoi, qui passent, pardon. Mais et donc du coup en fait nous ce qu'on aime c'est aussi, comme je te disais, c'est créer, échanger, créer du lien. Et donc en fait on s'est dit que les associations ont beaucoup de besoins aussi. Les entreprises peuvent être des spécialistes dans leur domaine. Et donc, en fait, voilà, c'est pour ça que je pense que The Good Company est aussi passé. On peut, en fait, valoriser ce mécénat, voilà, tout simplement. Et donc, c'est juste la moitié de votre 1%. Voilà. Mécénat de compétences, mais j'imagine aussi mécénat en nature, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais je pense que ça existe. Si un pépiniériste décide de donner quelques plants, il a aussi la possibilité de rentrer, si les membres agréés. Non, c'est l'association qui est agréée. Alors on a le cas, c'est pas, ils sont pas 1% for the Planet, mais on a une pépinière qui est dans la Somme, les pépinières Crétées, qui régulièrement... Ah, tu cites comme ça, ils sont pas membres et tu les cites comme ça. Bah ouais, parce que c'est des soutiens qui, donc en fait on les connaît depuis des années, on a des très bonnes relations avec eux et ils nous offrent en fait quand on fait des commandes les plans. Et on leur a pas demandé, hein, c'est eux qui nous les donnent. Moyennant le reçu fiscal. On fait un reçu fiscal. Le don en nature. Donc 50% seulement, je note pour moi, hein, parce que 50% du don possible en mécénat de compétences. Et ou en don en nature. Ou en don en nature. Donc moi, si je conseille Semeurs de Forêt sur des activités... De communication, par exemple. Ouais, attends, est-ce qu'on comptabilise cette heure-là ou pas? Non. Est-ce que c'est rétroactif? J'aurais dû le savoir avant. Mais, non, d'accord, mais c'est super intéressant de voir quelles sont les différentes manières d'embarquer finalement l'entreprise. Et c'est pas uniquement juste dans cette logique de compensation. On ne sait pas juste signer un chèque et dire débrouillez-vous derrière, mais on est bien dans cette démarche-là d'écosystème d'un côté et aussi de bénéficiaires qui sont susceptibles de pouvoir faire ça. Et je précise que pour The Good Company, c'était pas dans le cadre du mécénat de compétences, ils sont venus vraiment pro bono, on n'a même pas fait de reçu fiscal derrière, c'était parce que ça leur faisait plaisir de venir, donc il y avait tout le PDG qui était là, et on a passé un super moment ensemble. Il y a le directeur financier qui va prendre une cartouche à cause de ça, mais d'accord. Non, je suis pas sûr. Même pas sûr. Ok, le mot de la fin est pour vous. Qu'est-ce que dernier message à faire passer à nos auditeurs avant de vous quitter? Le 1% for the Planet, c'est un bel écosystème, que ce soit entre les associations et puis entre les entreprises aussi.
Donc, n'hésitez pas. Voilà, faut y aller. Et puis, que ça soit par le 1% ou par ailleurs, faut de toute façon soutenir les associations parce qu'on en a bien besoin. Eh bien, moi, je dirais que oui. Voilà, pour ma part, je pense que, comme je l'ai dit, le 1%, pour moi, c'est un acte un peu économique. Un acte citoyen économique, plutôt, pardon. Et voilà, en résumé, c'est vraiment une promesse simple et forte. Et cette promesse, c'est que l'économie peut être au service du bien commun. Voilà. Et donc, il n'y a pas, comme disait David, que ce soit via le 1% ou non. Il faut déjà commencer quelque part pour notre dignité du présent. Donc voilà, merci à tous. Merci, merci beaucoup. Il me reste de mon côté à vous remercier. Donc, Jeanne Salard, développeuse de business chez 1% for the Planet. David Buffo, directeur général de Summer de Forêt. Je voudrais aussi remercier Antoine et Isabelle de 1% for the Planet qui nous ont aidés à préparer cette émission. Merci à Damien à la technique, toujours présent avec nous, à Jean-Céric aussi pour sa confiance, aux collègues du débat du 12, à ma belle équipe de Daron pour leur soutien et leur amitié, à nos invités, bien sûr, et à Julie Carretero, Aline Carsenac d'Initiative 95, qui nous aident chaque mois à préparer ces émissions. Nous vous laissons en compagnie des copains de Vibes The Com pour un peu de reggae sur RGB. Un hommage aussi, une petite pensée à Jimmy Cliff qui nous a quittés cette semaine.